Alors, donc, le dernier point qu'on a discuté ensemble, c'est la projection de Fischer. Alors, la projection de Fischer, c'est la projection qui va nous permettre de passer de la structure dans l'espace à la structure linéaire, à la structure plane. Donc, toute molécule, s'il vous plaît, comme vous le savez, présente une structure dans l'espace. Donc, comme ici. Quelle que soit la molécule. La structure réelle, c'est la structure dans l'espace. Et, comme on voit ici, vous avez le groupement, si on considère que la feuille, c'est le plan, vous avez le groupement CHO parallèle au plan, c'est-à-dire, par exemple, le plan de la feuille. Les groupements H et OH sont devant, donc les liaisons devant sont représentées par un triangle. La liaison dans le plan, c'est représenté par un trait. Et le CH de OH, c'est en arrière du plan, c'est-à-dire en arrière de la feuille. Si je considère que la feuille, ou bien l'écran, c'est le plan. Et donc, les liaisons qui sont derrière le plan, ils sont représentés par des pointillés. Donc, je répète, si on considère l'écran comme le plan, donc le CHO, il est dans le plan, il est parallèle au plan, le H et OH est devant l'écran, et le CH de OH est derrière l'écran. La même chose pour cette molécule ici. Donc, cette écriture n'est pas facile à manier, donc pour écrire chaque fois, faire des traits, des triangles, etc., c'est pas facile. Donc, on va passer de cette écriture-là à une structure de linéaire, à une structure plane. Vous voyez que dans cette structure-là, tous les liaisons sont dans le plan. Donc, ils sont représentés par un trait plein. D'accord? Ils sont dans le plan. Donc, parallèle à l'écran. Donc, c'est ce qu'on appelle l'écriture de Fischer. Donc, le passage de la structure dans l'espace à la structure linéaire plane, c'est ce qu'on appelle la projection de Fischer. Donc, comment on passe de la structure dans l'espace à la structure plane, ça va faire l'objet des TD, parce qu'on ne peut pas la comprendre si on ne fait pas des exercices. Donc là, dans la première série des TD, avec les exercices, on va essayer d'expliquer cette partie-là. Et donc, ici, on va dire tout simplement, la structure de plane, ce n'est pas la réalité, c'est une projection d'une structure qui est normalement réelle, c'est-à-dire dans l'espace. Donc, toute molécule a une structure dans l'espace avec des groupements en avant, en arrière et dans le plan. Et donc, la structure linéaire de Fischer, donc la projection linéaire de Fischer, suit un certain nombre de règles. Donc, ce n'est pas par hasard, on ne fait pas les choses comme on veut, mais il y a un certain nombre de règles dans lesquelles, cette règle, donc, on va également parler de carbone asymétrique. Donc, s'il vous plaît, dans cette partie du cours, la notion de carbone asymétrique, elle est très importante. Et donc, on va voir comment on passe de la structure dans l'espace à la structure linéaire. Donc, ça va être repris en TD sous forme d'exercice. Et donc, ça va certainement mieux passer que de parler sans donner des exemples. Maintenant, cette structure linéaire, elle est très importante. Elle est très simple à écrire. D'ailleurs, on peut simplifier énormément cette écriture. Donc, vous avez ici 3 façons d'écrire la structure linéaire de Fischer. On peut mettre les groupements avec les liaisons. On peut tout simplement se limiter à cette écriture ici, c'est-à-dire mettre la fonction aldéhydique et du premier carbone et la fonction, bien sûr, le carbone avec la fonction alcool du dernier carbone, et mettre les hydroxyles par des traits, tout simplement comme ça. Donc, ici, le OH, ça veut dire le OH est à droite, ici, le OH à gauche. On peut encore simplifier cette écriture en mettant tout simplement, représentant tout simplement les OH par des traits, et représenter la fonction aldéhydique, c'est-à-dire le carbone numéro 1, par un point. Donc, moi, personnellement, je préfère cette écriture qui... Et donc, vous voyez, donc, toujours
quand on peut simplifier l'écriture, bien sûr, il ne faut pas que les choses soient erronées, mais c'est mieux de simplifier les choses. Donc, l'écriture de Fischer, elle est très simple et ça aide à travailler d'une manière aisée. La deuxième chose, c'est que cette écriture de Fischer, elle est très importante. Et ça permet de visualiser les os de la série D et de la série L. Tout simplement parce que on peut voir ici très rapidement s'il s'agit d'un os de la série D ou bien L, il suffit d'aller au carbone N-1. Si le OH il est à droite, on parle de la série D ou bien de la série L. Donc ici, tout le N-1, le OH du carbone N-1, il est à droite, donc automatiquement, on va parler de la série D. La même chose, on peut voir facilement si c'est un aldose ou bien une cétose. Une chose très importante qu'on a passée sur ces diapositives sans en discuter, c'est ce qu'on appelle les identiomères. Les identiomères, ce sont les images, deux composés images l'un de l'autre sont être superposables. Donc ça, c'est des choses que vous connaissez en chimie organique. Donc c'est très simple d'utiliser la projection de Fischer pour déterminer l'identiomère d'un composé. Il suffit de faire le miroir et vous voyez que c'est beaucoup plus complexe quand on utilise des structures dans l'espace. Donc, pour toutes ces raisons, d'accord, la structure de Fischer est très simple à écrire et donc c'est une très bonne chose. Mais bien sûr, ça reste une projection. C'est-à-dire, il faut être capable de savoir comment on passe de la structure dans l'espace à la structure linéaire, et ça, c'est quelque chose qu'on va faire en TD. La structure de Fischer est également très importante pour parler de ce qu'on appelle la filiation des os. Je répète, la filiation des os. C'est-à-dire, la filiation, c'est quoi? C'est comment passer d'un os à un autre. D'accord? Donc, vous voyez ici, c'est comme une famille. Donc, celui-là qui est dans celui-là, celui-là qui est dans celui-là, etc. La même chose pour les cétoses. Et donc, la filiation des os, donc, on va essayer, donc, chaque fois, il y a, vous regardez ici, donc là, on a 3 carbones, on ajoute un carbone, on a 4 carbones, on ajoute un carbone, on a 5 carbones, etc. D'accord? Donc, la structure, l'écriture de Fischer, ça facilite énormément les choses. Donc, ici, ça nous ramène à parler donc, de deux aspects très importants qu'on va aborder maintenant. C'est ce qu'on appelle la synthèse de Kiliani-Fischer et la dégradation de Hall. Donc, tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire la synthèse? La synthèse, c'est que c'est l'augmentation, c'est le processus qui va nous permettre d'augmenter le nombre de carbones. La dégradation, c'est le processus qui va nous permettre de réduire le nombre de carbones. Donc, tout simplement, ces processus-là vont nous permettre de passer d'un os à un autre. Par exemple, si je le déglycéraldéhyde, si j'augmente le nombre de carbone de 3 à 4, je vais obtenir les tétroses. Et donc, là, je fais une synthèse. Par contre, si je fais le chemin inverse, c'est-à-dire je prends le déglucose et je vais vers l'arabinose, donc je diminue le nombre de carbone de 6 à 5 et je fais là donc une dégradation. Donc, du point de vue synthèse, on peut faire la synthèse de tous les sucres chimiquement. Et donc là, on va parler de la synthèse de Kiliani-Fischer. Et donc, quand on part de haut en bas, et on va parler de la dégradation de Hall quand on va partir de bas en haut. Donc, on peut faire la synthèse et on peut faire également la dégradation de manière chimique. Donc ici, s'il vous plaît, nous avons le principe de la synthèse de Kiliani-Fischer. Donc pour moi, ce qui est très important, ce n'est pas les réactions chimiques, mais plutôt le principe de cette synthèse et surtout sa relation avec ce qu'on a raconté, cette notion de carbone asymétrique, stéréoisomère, etc., etc. Donc, vous voyez là qu'il s'agit bien d'une synthèse. On a N carbone, donc vous voyez qu'ici, on a un 2 et puis un radical avec CHO, CHO et ça se termine par un CH2OH. D'accord? Donc, et là, donc, si on part d'un aldose à N carbone, quand on fait de la synthèse,
on va arriver à un aldose à N plus 1 carbone. Bien sûr, ce processus de synthèse passe par différentes étapes. Nous avons une première étape d'addition, donc c'est le processus qui nous permet de rajouter un carbone, d'accord? Ensuite, 2 phases d'hydratation et puis une phase de réduction parce que ici, bien sûr, on parle de réduction parce que le nombre d'oxygène diminue. Donc ici, vous avez une fonction carboxylique et là, vous avez une fonction aldylique. Ce qui est très important à noter, c'est que, d'abord, vous voyez qu'on a ici N carbone. Là, on a rajouté ce carbone. Donc, on a N plus 1 carbone. Donc, on a un carbone de plus. Là, une chose très importante. Regardez, ce carbone-là, le carbone numéro 1, c'est un carbone qui porte une liaison avec un hydrogène et un oxygène, donc double liaison, et avec ce carbone-là. Étant donné qu'il a une double liaison avec l'oxygène, ce n'est pas un carbone asymétrique. Et on l'a déjà vu. Ce carbone 1, où est-ce qu'il est dans la molécule finale? Donc, dans l'aldose N plus 1 carbone. Le carbone 1, c'est le carbone 2'. Ce carbone-là, 2', il est asymétrique. Donc, quand on passe d'un aldose à N carbone à un aldose à N plus 1 carbone, on a apparition d'un nouveau carbone asymétrique. Et vous rappelez, s'il vous plaît, on a dit que si on a un carbone asymétrique, on a 2 à la puissance 1 stéréoisomère. On a rajouté un nouveau carbone asymétrique, donc normalement on devrait avoir 2 stéréoisomères. Et effectivement, c'est le cas. D'accord? Quand on passe d'un aldose à un carbone, en fait, on n'a pas un seul aldose. On obtient 2 aldoses à 1 plus 1 carbone qui sont différents parce que le carbone asymétrique ici, hein, là, il n'était pas asymétrique. Ce carbone-là, c'est celui qui est là. Là, il n'était pas asymétrique. Là, il devient asymétrique. Donc, le OH, il peut être soit à droite, soit à gauche. Effectivement, si on revient sur ce tableau, par exemple, si je pars de déglycéraldéhyde, je ne vais pas obtenir un seul composé. Donc là, je vais faire la synthèse. Je n'obtiens pas un seul composé. Je vais obtenir le D-érythrose et le D-triose. Ces 2 sucres, ils diffèrent en quoi? Par la configuration du carbone numéro 2. Le OH, dans un cas, il est à gauche et dans l'autre cas, il est à droite. Donc, quand on fait la synthèse de Killian et Fischer, on obtient, donc on a 3 carbones ici, et on obtient un ose avec 4 carbones. Mais il n'y a pas que ça. Les 2 sucres, on obtient 2 sucres, ils n'ont pas un seul. Ces sucres diffèrent par la configuration du carbone 2. On dit qu'ils sont épimères en C2. Les épimères, ce sont des molécules qui diffèrent seulement par la configuration d'un seul carbone asymétrique. Et donc, généralement, de l'orientation d'un seul OH. Donc, le déglycéraldéhyde, si lui fait subir la synthèse de Killian et Fischer, il va me donner 2 sucres qui diffèrent par la configuration du carbone numéro 2. Si je prends un autre sucre, le D-arabinose, c'est le même principe. Le D-arabinose est la 5 carbone. Si je fais la synthèse, je vais obtenir un ose avec 6 carbones. D'accord? Et donc, en quoi ils sont différents? C'est la même chose, sauf au niveau du carbone numéro 2. Donc, ils sont épimères en C2. Et la même chose. Quand on fait la synthèse, donc chaque fois, vous avez... Et donc, d'une manière générale, quand on fait, on peut généraliser, la synthèse de Killian et Fischer, que ce soit pour les aldoses ou pour les cétoses, on part d'un ose à un carbone, on obtient 2 homologues supérieurs, ça veut dire 2 oses qui ont un carbone de plus et qui sont épimères en C2, ça veut dire qu'ils diffèrent par la position du OH du carbone numéro 2. Ça pour ce qui est de la synthèse. Si on lit ce tableau, si on lit ces principes de l'autre côté, on obtient la dégradation d'eau. La dégradation d'eau, ça veut dire on va partir d'en bas au haut. D'accord? Donc c'est ce que vous avez ici. Donc c'est la dégradation d'eau. La dégradation d'eau, vous avez un aldose à N carbone
Donc là, on ne va pas obtenir un N plus 1, mais plutôt N moins 1 carbone. On va réduire le nombre de carbone. Bien sûr, ce processus, là aussi, vous avez différentes étapes sur le plan chimique. Vous avez une phase de réduction avec l'hydroxylamine, vous avez une déshydratation et vous avez une oxydation qui va vous donner l'aldose à N-1 carbone. Donc, regardez, on va suivre les carbones. Donc, le carbone 1, ici, c'est le carbone qui est parti sous forme de l'acide nitrique. Le carbone 2, c'est le carbone qui devient le 1, parce qu'ici, on a enlevé un carbone. C'est ce carbone-là qui est parti. Donc, le 2, qui était un carbone asymétrique, devient le carbone numéro 1 qui porte la fonction aldéhydique. Donc, ce n'est pas un carbone asymétrique. Là, contrairement à la synthèse de Kiliani-Fischer, où on avait apparition d'un nouveau carbone asymétrique, là, on a disparition d'un carbone asymétrique. Donc là, vous avez disparition de deux stéréoisomères. On n'a pas de stéréoisomères. Donc, si on part, donc ici, par exemple, si on part de déérythrose, ou bien le détriose qui diffère par la position du 2, on va aboutir au déglycéraldéhyde. Donc, deux homologues inférieurs, d'accord, deux homologues supérieurs, quand on fait la dégradation, ils me donnent le même homologue inférieur. Donc, quand vous partez de déérythrose ou bien de détriose, vous allez, quand vous faites de la dégradation, vous allez obtenir le même sucre à N-1 carbone. Donc, si on part de deux sucres épimères en C2, on va aboutir au même sucre, au même homologue inférieur. La même chose, si vous partez de D-mannose, de D-glycose, vous allez obtenir le D-arabinose. Donc ça, s'il vous plaît, pour ce qui est de cette partie. Donc là, je fais un peu la synthèse de ce qu'on a raconté jusqu'à maintenant durant cette séance. Donc, on est parti de schéma de départ, c'est-à-dire au début de la séance, on a essayé d'expliquer pourquoi on a une pluralité des oses, donc c'est au pluriel. Donc, cette pluralité est liée à la présence de fonctions carbonylées différentes. On a les aldoses et les cétoses, et donc carbonylées de type, fonction carbonylée de type aldéhydique ou bien cétonique. On a parlé également, les oses, ils sont différents en ce qui concerne le nombre de carbone. On peut avoir 3 carbones, 4 carbones, 5 carbones, etc. Donc, ceci va engendrer une multitude d'oses. On a ensuite parlé de la notion de carbone asymétrique. Et on a dit qu'il y avait une relation entre la présence de carbone asymétrique et le pouvoir rotatoire. Et donc ici, c'est la présence. Et donc la notion de carbone asymétrique est très importante. Donc ça vous donne des sucres qui sont dextrogyres, des sucres qui sont lévogyres. Donc ça vous fait une certaine, je dirais, diversité. La même chose, la notion de carbone asymétrique, et là, c'est le nombre de carbone asymétrique est important quand on parle de stéréoisomères, étant donné qu'il existe une relation entre le nombre de stéréoisomères et le nombre de carbone asymétrique. Et là, on a donné, donc, nous a ramené à parler donc des oses de la série D et des oses de la série L. Et on a dit donc que les oses de la série D, ils ont le carbone N-1 qui porte un OH à droite, et les oses de la série L, le carbone N-1 porte un OH à gauche. Et donc, on peut passer de l'un à l'autre en utilisant un miroir plan, un miroir plan. Et donc, ça nous a ramené aussi à parler de la notion d'énantiomer. Donc, la dernière notion dont on a parlé, c'est la série DL, bien sûr, mais on a parlé aussi de la filiation des oses. La filiation, donc, comment on peut passer d'un ose à un autre. Et donc, pour passer d'un ose à un autre, soit dans le sens d'augmentation du nombre de carbone, ou bien la baisse du nombre de carbone,
Donc, on a parlé de la synthèse de Kiliani-Fischer. Voilà, donc, s'il vous plaît, pour aujourd'hui. Donc, je vous remercie et bien sûr, toutes les questions seront discutées tout à l'heure lors de l'échange. Donc, nous avons encore un peu de temps et donc, la discussion est ouverte. Monsieur, s'il vous plaît. Oui.